Celle de l'auteur de l'ouvrage dont les deux intervenants ont brillamment débattu tout à l'heure, donc M. Rassouzadeh. Mais avant tout, je tiens à remercier la librairie Kléber pour nous accueillir dans ce prestigieux endroit qui permet la diffusion des idées, les débats et les échanges entre les différentes parties, quelle que soit leur opinion. C'est très important dans ces temps où parfois il n'y a pas toujours la possibilité de pouvoir débattre. Premier point. Deuxième point, remerciement également aux éditions Capaz, puisque cette jeune maison d'édition, je ne sais pas si vous la connaissez tous et toutes, n'a que 3 ans, mais déjà elle a à son actif un certain nombre d'ouvrages dont vous pouvez voir certains sur la table qui est derrière vous.
Et cette maison d'édition a à cœur de défendre l'écriture, quelle que soit l'écriture, quels que soient les domaines, quels que soient les sujets, quels que soient les horizons. C'est une maison d'édition qui est là pour les amoureux de la lecture, pour les amoureux de l'écriture, et pour ceux et celles qui sont curieux. Donc au fur et à mesure que l'histoire de Capa se développe, il y a tout un champ également qui se développe. Je ne dirais pas vers l'infini, mais c'est presque ça. Donc il y a autant de l'histoire, il y a autant du roman, il y a autant de la littérature, il y a autant des nouvelles, autant des écrits politiques, des écrits théologiques, des écrits philosophiques, qui permettent encore une fois de se cultiver. Ce qui est déjà une bonne mission pour la littérature et pour les gens qui aiment. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour qu'on assiste à un débat très très intéressant. Débat relatif aux mémoires de M. Mamad Amin Rassoulzadeh, qui n'est pas nécessairement connu, mais qui va l'être à l'issue de quelques minutes, et qui détaille sa vie et ses relations avec Staline. Donc on va avoir, grâce aux explications de nos deux brillants intervenants, différentes facettes de la vie de Staline et des relations que M. Rassoulzadeh a entretenues avec lui. Il y a des aspects très importants, des aspects très surprenants, mais qui poussent à davantage, bien entendu, lire et s'intéresser aux écrits de M. Rassoulzadeh. Alors, les deux intervenants, pas que je monopolise trop la parole, qui vont bien mieux faire état de l'ouvrage que moi, M. Stéphane de Tapia, que j'invite à venir sur l'estrade, professeur... S'il vous plaît, monsieur le professeur. Donc, M. Stéphane de Tapia est professeur de turcologie à l'Université de Strasbourg. Et deuxième intervenant, deuxième débatteur, M. Mendel Samama, qui est rabbin de Strasbourg, et également, parmi ses multiples fonctions, représentant des institutions juives auprès de différentes institutions européennes. Donc je vous invite, monsieur le professeur, à prendre la parole pour introduire le débat. D'accord, merci. Le petit livre qui est présenté ce soir est quelque chose, a priori, d'assez modeste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une histoire, c'est simplement un livre de souvenirs, mais sur un point bien précis, d'un intellectuel politique azerbaïdjanais qui a été compagnon de route, comme on dit, à certains moments, d'un Géorgien. Ce Géorgien est devenu extrêmement célèbre, puisqu'on connaît sous le nom de Staline, alors que Rassoulzadeh est célèbre en Turquie, en Azerbaïdjan, je dirais, dans une partie du monde turc, mais donc a pratiquement disparu des mémoires et a été longtemps relativement honni par le gouvernement soviétique et a été réhabilité ou est en cours de réhabilitation, comme beaucoup d'intellectuels, je dirais, de l'ancienne URSS. Alors, bon, on ne va pas résumer le livre, simplement il s'agit d'un livre de témoignages, d'épisodes qui, dans la vie de Rassoulzadeh, ont compté, bien que ce soit très court. C'est-à-dire qu'en fait, Rassoulzadeh, qui est donc un politicien azerbaïdjanais, qui est un intellectuel azerbaïdjanais, qui a fait beaucoup de métiers différents et qui a gardé toujours une ligne assez précise à cheval entre la démocratie, le nationalisme, donc azerbaïdjanais et caucasien, et puis de l'autre côté Staline, qu'on connaît nettement mieux. Ils se sont rencontrés à 2-3 reprises, donc c'est des moments limités de leur vie, tous les deux. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment Mehmet Emin Rassoulzadeh a vécu ces moments. Au début, là aussi pour résumer, au début il s'agit de deux révolutionnaires aux idées un peu parallèles, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont révolutionnaires, qui veulent lutter contre le régime du tsar, qui veulent faire la révolution, alors la révolution grand mot, révolution menchevique, bolchevique, nationaliste, etc. Et le deuxième moment, très fort, c'est effectivement comme Rassoulzadeh se retrouve en prison, à Bakou. Il se trouve que le petit Géorgien, ce personnage un peu falot au début, on mettrait un peu cassant, un peu, voilà, qui est une sorte de Robin des Bois. Son premier, avant de s'appeler Staline, il s'appelait Kova, qui est donc une sorte de Robin des Bois géorgien. Et en fait, son véritable nom, c'est pas celui-là, c'est Yosif Vissarionovitch Djougashvili, qui est véritablement un nom géorgien. Alors, Djougashvili avait un papa géorgien, une maman probablement ossète, les Ossètes étant une petite population du Nord-Caucase qui a... Alors, le Caucase, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, les Ossètes sont ou chrétiens ou musulmans, les musulmans vivent en pays chrétien, les chrétiens vivent en pays musulmans. C'est une histoire de rire, ça complique toujours les choses.
Donc là, on a effectivement, alors je ne voudrais pas insister sur le livre lui-même, parce que vous verrez qu'il est relativement court. Ce qui est intéressant, c'est le rapport entre les deux. Bourré d'ambiguïté, à la fois de respect, d'amitié, de fidélité à la parole, enfin bon, de menaces de la part de Staline. Resulzadeh, c'est quelqu'un qui va partir en exil avec l'Union soviétique, qui va avoir un exil là aussi très complexe pour beaucoup d'intellectuels de cette période-là ou de politiciens de cette période-là. Ce sont des gens qui vont virevolter entre Berlin, quelquefois Londres, Paris, Varsovie, quelquefois Moscou, leur capitale d'origine, donc ça s'appelle Bakou, ça s'appelle Toshkent en Ouzbékistan. Donc là, je voudrais donc en fait deux points. C'est peut-être le premier point, c'est non pas retracer la vie de Resulzadeh, mais le mettre dans son contexte historique, donc la fin du régime des Romanov et le début de l'Union soviétique, et puis le mettre dans son contexte, je dirais, intellectuel aussi. On a là, je dirais, des personnages assez nombreux qui sont issus en fait de la confrontation entre un pays, on va dire occidental, pour eux c'est occidental, la Russie. La Russie de Saint-Pétersbourg, donc la fin de la dynastie des Romanov, mais encore on est jusqu'à la Première Guerre mondiale, les Romanov semblent toujours puissants. On a de plus en plus, le capitalisme se développe en Russie, et on a donc une industrialisation extrêmement rapide, des tensions qui se font jour entre la population paysanne, les propriétaires. Pas oublier que la Russie a aboli le servage assez peu de temps avant, 1865. En même temps, c'est une Russie extrêmement dynamique, c'est aussi la période de construction du transsibérien. Le fait que les serfs de Russie aient une nouvelle liberté fait que beaucoup vont partir vers la Sibérie, mais aussi vont partir vers l'Asie centrale, vers le Caucase. Il faut remettre ça aussi dans le contexte de l'expansion russe qui, depuis, je dirais, déjà des siècles, essaie de descendre ce qu'on appelle les mers chaudes, descendre vers le sud, donc la mer Caspienne d'une part, la Méditerranée, mais aussi descendre vers l'Asie, donc Vladivostok, etc., vers la Chine, le Japon, etc. Donc une Russie qui est extrêmement dynamique, mais ce dynamisme-là, disent les historiens, c'est quelque chose qui va finir par casser. C'est-à-dire qu'en fait, elle est presque trop dynamique. Les deux croissances des théoristes de l'époque, en fait, c'est un pays qui bouge à une vitesse démente. C'est-à-dire que les usines de Saint-Pétersbourg, de Moscou, d'Autroïde, de Toula, etc., sont des usines immenses. Ça ressemble presque aux États-Unis, quelque part, la Russie. Sauf que c'est une vieille civilisation, c'est un vieux pays, et que ce pays ne va pas résister, d'une part, à tous les mouvements révolutionnaires, mais surtout ne va pas résister aussi à l'effondrement de l'Empire, c'est-à-dire à la fin de la Première Guerre mondiale. On sait très bien que l'Empire allemand disparaît, l'Empire d'Autriche disparaît, l'Empire ottoman disparaît, l'Empire russe disparaît, l'Empire chinois disparaît. Bon. Donc on a vraiment une conjoncture. Alors, Resulzadeh par rapport à ses contemporains. Il fait partie de ces personnes qui sont des intellectuels. C'est-à-dire que ce sont des gens qui touchent à tout. Qui sont des sujets de l'Empire russe, c'est-à-dire que leur langue est d'abord leur langue maternelle, donc le turc azerbaïdjanais pour ceux qui vivent en Azerbaïdjan, le géorgien, l'arménien, le kazakh, le kirghize, le tatar, le bashkir, tout ce qu'on peut imaginer. L'URSS c'est un immense pays multinational, mais la Russie des tsars l'était déjà, c'est exactement la même chose, c'est les mêmes populations. La confrontation, alors je me disais en arrivant, pour les Occidentaux, pour les Européens occidentaux que nous sommes, la confrontation va donner un peu les mêmes choses, toute proportion gardée, que ce que vont connaître par exemple les Maghrébins avec les Français, ou les populations africaines, dans le cadre de la colonisation, ou les Britanniques avec les Indiens. C'est-à-dire que bon, cette confrontation, il y a la supériorité technique, je dirais, des Occidentaux, mais en même temps, de l'autre côté, il y a des civilisations qui sont extrêmement anciennes. Alors, bien joué, là-dedans, un rôle important, mais pas que ça, c'est en fait l'islam, parce que fait, on est, pour l'Azerbaïdjan, musulmans chiites en majorité. Pour les gens du Turkestan ou les Tatars, on est musulmans sunnites. Donc, les Azerbaïdjanais sont un peu une exception par rapport à l'océan sunnite d'Asie centrale, donc russe, puis après soviétique. Et donc, cette confrontation fait que, alors, confrontation, il faut bien comprendre aussi, la première confrontation, c'est le retour en force des Russes sur les bords de la Volga, après les effondrements des empires d'Asie centrale, les Ouzbeks, les Ourlangues, avant c'est les Mongols, etc. Et donc le retour des Russes, l'arrivée des Russes vers des villes comme Kazan, qui est donc une ville tatare, la descente aussi vers la mer Noire, c'est-à-dire en fait la prise aussi beaucoup plus tard. Kazan, c'est dans les années Astrakhan, toutes ces villes de la Volga. C'est dans les années 1502, 1552, 1556.
La Crimée, c'est les années 1760, 1775, 1780, donc là c'est encore différent, mais c'est un peu les mêmes populations. Le Turkestan, c'est plus tardif encore, on va descendre vers la Chine dans les années 1600, 1700, 1900, etc. Et on va agglomérer des populations de plus en plus nombreuses et de plus en plus différentes au fur et à mesure. Ces populations ont des vieilles cultures et des civilisations. Et donc, parmi les intellectuels de l'époque, on va avoir effectivement des mouvements qui vont se faire jour. Hein. Comment résister au rouleau compresseur, on dirait aujourd'hui, je dirais, mais c'est un peu le cas des Indiens d'Amérique face aux Anglais, aux Américains, le cas des Africains face aux Français, face aux Anglais, aux Belges, aux Allemands, le cas des Indiens d'Inde, pour le coup, donc face aux Britanniques. Donc toutes ces populations, comment résister à ce rouleau compresseur? Effectivement, les Occidentaux sont technologiquement bien plus avancés, sont surtout militairement bien plus avancés, hein, et donc ils prennent ces terrains, ils les colonisent. Bon. Après, gros débat entre historiens, est-ce que l'URSS, est-ce que la Russie des Romanov, c'était des colonies? Est-ce que les Ottomans dans le Balkan, c'était des colonies? Alors selon l'obédience, selon le parti politique, selon l'histoire et l'historiographie, non, nous n'étions pas des colons, contrairement à vous, les vilains français, nous, c'était des peuples frères, bon, là, il y a tout un tas de discussions, etc., on ne va pas entrer dedans. Ce qui est intéressant, c'est effectivement l'émergence chez les Tatars de Crimée. On pense par exemple à un précurseur qui s'appelle Ismail Gasprinsky, qui est à la fois journaliste, pédagogue, politicien, qui écrit des livres, etc., qui lance un mouvement, qui est un mouvement de résistance quelque part, qui va faire, comment dire, beaucoup d'émules en Crimée, surtout chez les Tatars bachkirs de la Volga, on monte sur Kazan, Oufa, etc. Exactement aussi dans des pays comme l'Azerbaïdjan, c'est là que s'inscrivent des gens comme Hussein Zadeh, Zadeh et beaucoup d'autres, Adjabaili, beaucoup de personnes. Chez les Ouzbeks, là aussi c'est une vieille civilisation islamique et sédentaire. Peut-être moins chez les Kazakhs et les Kirghizes qui sont beaucoup plus nomades, mais on en a aussi. Et donc ces personnes, fin du 19e siècle, sont des personnes qui réfléchissent beaucoup à l'avenir, réfléchissent à leur place dans la société russe, donc par leur langue. Alors quand je dis par leur langue, ils sont musulmans, hein, musulmans généralement cultivés, c'est-à-dire qu'ils parlent arabe, ils disent l'arabe, ils parlent le turc ou le persan, hein, qui sont des langues d'utilisation pour le persan. On sait bien que les Tadjiks ou les Iraniens ou les Afghans sont des grands, n'importe quel chauffeur de taxi est capable de vous déclamer des poèmes, ce qui ne se fait pas chez les chauffeurs de taxi français, c'est plus rare. Hein. Alors qu'on peut en trouver, mais bon. Donc il y a bien une culture, je dirais, turco-musulmane, turco-islamique, turco-persane. Okay. Se rajoute la culture russe. Ces personnes vont être scolarisées dans un système, alors quelquefois c'est des prêtres orthodoxes, qui vont voir des petits garçons, surtout évidemment des garçons au départ, qui vont être envoyés, par exemple, alors, je me rappelle avoir trouvé un bouquin d'occasion super génial, d'anthropologie et d'anthropologie, c'était l'histoire du premier mongol bouriate, qui avait été faire le premier géographe, le premier scientifique bouriate, qui avait été distingué par des prêtres orthodoxes, envoyé de Bouriatie à Moscou puis à Saint-Pétersbourg, et qui est revenu comme premier géographe et représentant de la Société russe de géographie, a été envoyé au Tibet. Hein, donc premier occidental, mais c'est un mongol, à pouvoir être reçu par le Dalai Lama. Alors ce qui est génial dans ce type de témoignage qui date des années 1890, c'est à la fois un mongol, donc c'est quelqu'un qui est bouddhiste, hein, qui a cette culture traditionnelle, donc qui est, je dirais, pas religieux, hein, mais il a été élevé dans ce monde-là, mais il est passé par le moule russe, c'est-à-dire que c'est un scientifique, au sens moderne du terme. Et donc toutes les personnes qui sont les Gasprinsky, les Rasulzadeh, plus tard Mustafa Chokay, enfin, qui lui est un Kazakh, etc., sont des personnes qui sont donc très cultivées, passent par les universités russes, surtout Saint-Pétersbourg, après obtiennent des travaux, certains sont avocats, parce qu'ils ont fait la faculté de droit, certains deviennent journalistes, pédagogues. Il y a toute une réflexion sur comment résister au rouleau compresseur, qui va aller, alors certains vont trouver, je dirais, la solution, c'est l'islam, et c'est le Coran. C'est donc le retour en arrière au siècle d'or de l'islam, et donc on les appelle dans la région, c'est Usul Kalim, c'est-à-dire les partisans des temps anciens. Kalim, c'est-à-dire vieux, ancien en arabe, et en face d'eux, Usul Jedid. Et Usul Jedid, c'est les partisans de la modernité. C'est une vieille querelle qu'on connaît aussi en France, hein, les anciens et les modernes. Et les modernes, dont fait partie Rasulzadeh, c'est effectivement ces personnes qui réfléchissent en se disant quelle est la place de la femme dans la société musulmane. Comment l'islam peut se rénover, se réformer par rapport,
on a des courants de ce type-là, quelques-uns, moi peut-être en Afghanistan, mais on les a en Inde, on les a en Égypte, on les a un peu en Palestine, on les a dans l'Empire ottoman, bien évidemment. Et on a aussi des relations qui sont intéressantes entre les musulmans du Caucase, les musulmans de l'Asie centrale, les musulmans de la Volga, la Turquie ottomane, puisque la Turquie ottomane est peut-être un cran en avant par rapport à certaines choses. On a Istanbul, ça fait partie des premières universités modernes, donc c'est un phare. Mais en même temps, on a cette concurrence entre la Turquie ottomane et la Russie des Romanov, qui est un autre phare. Et on a des personnes qui vont justement, alors je disais, ils parlent les langues traditionnelles, ils parlent le russe, et puis pendant leurs études, ils apprennent l'anglais, ils apprennent l'allemand, ils apprennent le français. Certains sont exilés, donc ils sont exilés, ils vont apprendre mieux la langue du pays dans lequel ils sont exilés. Certains vont faire des études. Par exemple, quelqu'un comme Yusuf Akçura, qui est un Tatar, passe par Paris, fait une thèse à Paris. Ça devient des fondateurs en Turquie du panturquisme. On dit par exemple que le panturquisme n'est pas né véritablement sur les rives du Bosphore, mais plus sur les rives de la Volga. Des personnages comme Akçura. Et on a effectivement tous ces bashkirs, tatars, azerbaïdjanais, caucasiens, etc., qui vont effectivement réfléchir à comment ils vont passer par après le côté c'est-à-dire la pédagogie, le journalisme, les pamphlets, etc. Ils vont s'engager dans les partis politiques, les mencheviks, les bolcheviks. Certains vont devenir des communistes, d'autres vont rester socialistes. Certains vont passer, je dirais, à droite. On a aussi toute une période, et Rasoulzadeh aussi, on a aussi toute une période, on avance dans l'histoire, 1890, 1917, révolution soviétique, puis, je dirais, passage par la case Europe, puis l'arrivée des fascistes en Italie et puis des nazis en Allemagne, et là aussi, les Allemands, les Italiens, enfin bon, on se retrouve dans le maelstrom, je dirais, de ce qui va devenir la Deuxième Guerre mondiale. Et ces personnes vont être bourlinguées, complètement ballottées entre tous ces pouvoirs, étant donné qu'ils essayent tous de promouvoir, je dirais, l'autonomie de leur pays ou leur indépendance. Entre les deux, il y a pas mal de nuances. Certains, par exemple, je pense à quelqu'un comme Mirsaïd Sultan Galiev, qui est un Tatar, va créer une sorte d'idéologie qui est ce qu'il appelle le communisme national, ce qu'on appelle le communisme national. En gros, nous avons une vieille civilisation, nous sommes musulmans. Les Russes ont beau être des bolcheviks, c'est quand même quelque part des sortes de colonialistes parce que à Tachkent, dans les soviets, etc., ils ne nous laissent pas la parole. Bon, il se trouve que Mirsaïd Sultan Galiev disparaît en 1938, dans les purges staliniennes. Beaucoup d'intellectuels kirghizes, kazakhs, tatars, etc., vont disparaître entre 1937 et 1938. Alors, si on fait des typologies, il y a ceux qui partent en Occident, Turquie comprise, qui vont faire l'aller-retour entre Berlin, Istanbul, Varsovie, Paris, etc., voire quelquefois les États-Unis. Certains passent vers la case Japon, possible. Donc là, ils vont essayer. Alors, ils sont pamphlétaires, ils sont journalistes, ils sont quelquefois universitaires. Ils vont essayer de tirer leur épingle du jeu pour défendre leur cause, défendre leur population, défendre leur politique. Certains vont tomber dans le piège des nazis, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec certains qui viennent des collaborateurs des nazis. Bon, alors là, du coup, avec Staline, là, c'est coupure évidemment totale. Certains retournent en URSS après la Révolution en essayant de jouer un jeu, en essayant de défendre leurs idées, en imaginant que dans la nouvelle République soviétique, on va pouvoir effectivement défendre la cause des peuples autochtones, azerbaïdjanais. Je pense que c'est une petite chose. Bon, Staline a un surnom, l'homme de fer, l'homme plutôt d'acier. Ok, c'était Koba quand il était petit, d'accord, quand il était jeune. Mais par exemple, Lénine, c'est intéressant aussi. Lénine, c'est jamais appelé Lénine, c'est un surnom. Mais il se trouve que le surnom de Lénine, qui vient du fleuve sibérien de la Lena, vient du fait qu'il a été touché par le fait que l'armée, les Cosaques, avait massacré 700 Tatars autochtones au bord de la Lena, etc., après une révolte fiscale, c'est assez classique. Et il a pris ce sobriquet-là, comme nom de guerre. Vous avez aussi, par exemple, parmi la population juive de l'URSS, il y a M. Bronstein, qui n'est pas du tout connu sous le nom de Bronstein, c'est Trotsky. Et des cas comme ça, il y en a plein. Alors donc il y a eu toute une série d'intellectuels qui sont retournés en Russie soviétique pour essayer de jouer un rôle politique et qui ont été liquidés, comme Sultan Galiev, lui était pas parti, a été liquidé, donc en Azerbaïdjan on a plusieurs aussi comme ça, qui ont été liquidés à l'époque de Staline en 37-38. Et donc là-dedans, vous avez des gens comme Rasoulzadeh, eux sont passés par la case Europe, et puis après se sont réfugiés à la fin. Rasoulzadeh a passé une bonne partie de sa vie en Turquie. Il a été en Turquie, je dirais, parmi les résistants de l'Union soviétique. Alors, évidemment, vous êtes tout jeu. À un moment, les nazis l'approchent. À d'autres moments, entre 1945, c'est la CIA. Donc
on a effectivement tous ces... Donc c'est une vie très compliquée, hein, d'être un intellectuel originaire de ces régions-là. Donc voilà, je pense que c'est effectivement très important de restituer les choses dans ce contexte, et de dire que bon, ce petit livre de Capaz, en fait, c'est un tout petit épisode de la vie de Rassoulzadeh. Et ce qui est intéressant, mais là je pense qu'on en parlera avec M. Rabin aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir comment un personnage, il a eu de la chance, Rassoulzadeh, parce qu'il aurait pu très bien être envoyé dans un camp goulag, aurait pu être tué sur place, condamné, etc. Il a eu une sacrée chance. Puis en fait, je pense que c'était quelqu'un qui a terminé sa vie à Ankara, dans les années 50, a écrit des livres, a écrit des articles, a défendu, a écrit des manifestes, publiés en Turquie, en turc, traduits dans différentes langues comme l'anglais, pour essayer de toujours défendre. Alors là, c'est intéressant parce que ces personnages, j'en ai traduit aussi avec ma fille un livre d'un académicien, comme on dit en Turquie, c'est-à-dire un professeur de faculté kazakh, du Sinjar, qui vit à Zeytinburnu en Turquie, sur un personnage qui s'appelle Mustafa Çokay. Pareil, avec les mêmes ambiguïtés. Mustafa Çokay meurt en 1941 à Berlin. On lui a demandé de créer des légions, des volontaires du Turkestan pour se battre. Donc toutes ces choses-là sont extrêmement passionnantes et sont passionnantes aussi à remettre dans le contexte actuel. C'est-à-dire qu'en fait, les pays nouvellement indépendants, le Kazakhstan, la Kirghizie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Géorgie, etc., c'est aussi la difficulté d'être un intellectuel, d'être un professeur de faculté, quand on est toutes ces cultures, à la fois de très vieilles cultures, passer par une parenthèse soviétique et d'essayer de recréer l'indépendance, la culture, etc., avec cette parenthèse, sans revenir complètement à la case départ, c'est pas ça non plus. Et tout le problème entre retour à l'islam, c'est discuté aussi. Alors, je dirais, les gouvernements locaux nationaux sont extrêmement prudents et il y a une sorte de chape de plomb, mais c'est l'ouverture à l'étranger. C'est comment retirer ce qui fait la fierté, je dirais, des cultures locales. Par exemple, les Ouzbeks, vous avez un héros magnifique, c'est une horreur, ce monsieur dans l'histoire, Amir Timur, Tamerlan, qui est devenu le grand. Il n'était pas ouzbek, ça date d'avant. Comme les Mongols font, comment dire, on fait des statues de Gengis Khan qui fait 40 mètres de haut en pleine steppe. Bon. On a en fait tous ces phénomènes-là. Donc c'est intéressant de pouvoir resituer ça dedans. Puis deuxième, je termine là-dessus. Ce qui peut être intéressant aussi dans cet aspect-là, dans ce qu'on peut débattre aussi, c'est les minorités. Les minorités de l'Empire romain qui vont déboucher sur les minorités de l'Union soviétique, certaines territorialisées, d'autres pas. C'est le cas des Juifs, par exemple, qui sont plutôt à l'ouest, qui sont un peu partout. Donc le jeu du pouvoir central par rapport aux minorités, le jeu des minorités des uns par rapport aux autres et par rapport au pouvoir central, les indépendances après, etc. J'avais trouvé par exemple sur le Conseil de l'Europe, on peut télécharger des textes en anglais, en français extrêmement facilement, c'était je crois une critique de la Russie de Vladimir Poutine par rapport aux minorités, et qui avait motivé un texte russe traduit pour l'Europe sur les droits des minorités culturelles, nationales dans la Fédération de Russie. C'est un modèle du genre. C'est-à-dire que c'est magnifique quand on dit ça. Et en fait, c'est très soviétique. C'est très soviétique et c'est très russe. Je pense à un historien allemand qui s'appelle Kapler, qui a travaillé sur justement la liaison entre minorité et majorité, entre les Russes et tous les pays extérieurs qui sont intégrés à la Russie. C'est d'une atroce complexité, mais c'est superbement intéressant parce qu'on voit que les Russes ont toujours été extrêmement souples, c'est-à-dire à des moments de répression, oui, mais pas tant que ça. Il y avait que le jeu entre l'islam et l'orthodoxie, entre le gouvernement et l'islam. Entre le gouvernement et le judaïsme, entre le gouvernement et telle minorité catholique, etc. Et quelque part, ça apparaît aussi dans ce petit livre. C'est-à-dire le jeu complexe entre, bien se rappeler, Rassoulzadeh est azerbaïdjanais, Staline est georgien. Lénine, il est de la Volga. Mais il y a, les Turcs même d'extrême droite l'aiment beaucoup, Lénine, parce qu'il a les yeux un peu en amande. Et la légende dit, ah oui, mais c'est parce que ses ancêtres étaient tchouvaches, donc il est turc, donc il ne peut pas être franchement mauvais. Gorbatchev, pareil. Gorbatchev est de Stavropol. À côté de Stavropol, il y a une dizaine de villages d'une minorité qu'on appelle les Turkmènes, qui sont originaires du Turkménistan, c'est la Caspienne. C'est pareil, en plus Gorbatchev a un nom russe, mais on m'a expliqué en russe que ça veut dire courbé, qui courbe les chines, etc., qui semble venir de Kurbach, le turc, qui veut dire cravache. Donc du coup, Gorbatchev, il ne peut pas être mauvais non plus, il a le turc sur les bords. Voilà, je vais laisser là ici. Alors, monsieur le professeur, merci d'avoir abordé déjà par un coup la complexité de l'histoire de M. Rassoulzadeh et la complexité de la région.
Et pour accroître justement le souci du détail et le souci de l'explication, je passe la parole à monsieur le rappeur, Manuel Samora. Bon, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de l'invitation, merci Nija, toute l'équipe des éditions Capaz. Je salue mon ami l'ambassadeur d'Azerbaïdjan. D'abord, en préambule, j'aimerais quand même vous dire que j'ai accepté cette invitation, d'abord parce que j'ai prise comme une invitation de cœur. Tout simplement parce que j'ai une affection particulière pour l'Azerbaïdjan. Un de mes plus beaux voyages que j'ai fait, mes voyages sont souvent très courts, mais je prends toujours le temps d'essayer d'apprécier la culture et on va dire l'ancrage local. Et quand j'étais invité il y a quelques années par votre prédécesseur, l'ambassadeur d'Azerbaïdjan, à Bakou pour un congrès, je peux vous dire, je traduirai dans des mots différents, mais en vérité ça rejoint l'idée du professeur. D'ailleurs, c'était une discussion que j'ai eue ce matin avec un représentant azerbaïdjanais au Conseil de l'Europe, lors de l'Assemblée, M. Molazada. Il me disait, chez nous, en Azerbaïdjan, on ne tolère pas seulement la différence, on la respecte. Et je pense que tout est dit. C'est-à-dire que je ressentais ce confort, moi en tant que rabbin, on va dire, qui marchait avec une kippa dans la rue, je ressentais ce confort de marcher dans les rues de Bakou avec ce sentiment de sécurité. Et donc j'attends, vous avez compris que j'attends la prochaine invitation. Et c'est pour cette raison justement que j'ai accepté, après avoir lu le livre, de m'asseoir ici pour vous en parler. Alors en réalité, cette idée que je viens de vous dire, c'est une idée qui transpire dans le livre. J'entends par là que... alors évidemment, je n'ai pas la culture du professeur d'histoire, et je n'ai pas du tout la prétention de lui faire de l'ombre. Croyez-moi, ce n'est pas mon domaine de prédilection. Par contre, en lisant ce livre, il y a beaucoup de réflexions qui me sont venues à l'esprit, et c'est peut-être ces réflexions que je trouve intéressant de partager, et à vous de le dire à la fin si c'était vraiment intéressant ou pas. C'est vraiment sans prétention. La première des choses, d'abord, c'est, je dirais, le contraste de la vision politique de l'époque avec celle qu'on peut avoir aujourd'hui. J'entends par là qu'on vit dans une société où la culture essaye de nous vendre une vie nuancée, avec 50 nuances de gris ou de rose ou de vert. Et en réalité, on se rend compte que les clivages sont beaucoup plus ancrés. Bien souvent, quand vous parlez avec une personne, c'est ou blanc ou noir. On a l'impression qu'il n'y a pas de gris. Le gris n'existe que dans les livres, mais pas dans les esprits. C'est quelque chose qui me gêne, moi, personnellement, dans ma vie quotidienne. Je me rends compte que quand on parle avec des gens, ils sont directement... Ou eux, ils se posent des étiquettes, ou alors ils les posent sur nous. Donc... forcément, parce que je suis rabbin religieux, on va appeler ça orthodoxe, quelqu'un va dire je suis un ultra-orthodoxe, intolérant, tout ce que vous voulez. Bref, donc chacun va commencer à vous mettre l'étiquette qu'il a envie dessus. Je trouve ça, on va dire, totalement en contraste avec les personnages de l'époque, et particulièrement Rasoulzadeh, qui est en réalité un personnage tout en nuances. On ressent, on va dire, cet idéal politique. D'ailleurs, on pourrait même dire que en lisant le livre, on se rend compte que quelque part, il a une amitié profonde, je dirais même une fraternité avec Staline, comme s'ils avaient un tronc commun, mais peut-être qu'avec l'histoire, ça s'effrite. Mais ça s'effrite pas vraiment, dans le sens où ça s'effrite parce qu'en fait, ça se sépare. On voit bien que dans la lecture de Rasoulzadeh de l'histoire, lui, il est resté un idéaliste et il est déçu par son ancien ami, qui a perdu cet idéal et qui est, je dirais, qui est devenu un homme en quête d'intérêt, peut-être personnel ou nationaliste, enfin peu importe comment on va qualifier cet intérêt, mais il est plus dans une quête d'intérêt que dans un idéal politique tel qu'il définissait à l'époque avec lui. Mais pour autant, il y a ce je t'aime moi non plus, cette idée de, je dirais presque une fidélité en amitié, mais tout en méfiance. Je dirais... C'est assez ciselé. Je lisais entre les lignes et je me demandais est-ce que Rasoulzadeh me fait penser à un personnage contemporain. Et j'ai eu du mal.
à trouver un personnage contemporain qui pourrait ressembler à Razzouzadeh, parce qu'il est assez unique dans son genre. Quand je pense par exemple d'ailleurs, c'est peut-être le seul éclat d'humanité qu'a eu Staline dans toute sa carrière, c'est celui d'avoir sauvé Razzouzadeh des prisons de Bakou pour l'amener à Moscou. Mais même là-dedans, je vois une nuance. C'est-à-dire même là-dedans, je vois une certaine forme de complexité de l'humain qui aujourd'hui manque dans le sens où on a comme l'impression qu'il y a un suspense. Voilà. Il y a un suspense dans cette histoire. Évidemment, c'est pas un roman, c'est pas un thriller, donc vous allez dormir juste après. Il vous empêchera pas de dormir, je pense pas. Par contre, on ressent dans le personnage, dans l'humanité de ce personnage, qu'il y a un suspense. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, à un moment donné, il peut y avoir un coup d'éclat. Et d'ailleurs, c'est celui qui le décrit quand il dit que Staline vient le chercher et qu'il le ramène avec lui pour revenir à Moscou. Mais on va dire, ne se laisse pour autant pas séduit par ce coup d'éclat et qui va rester encore méfiant tout en profitant de cette amitié pour arranger encore un petit peu mieux sa fuite. Donc il y a dans ce personnage, moi personnellement c'est ce que j'ai aimé. D'ailleurs j'ajoute à cela, par exemple vous savez il y a un chapitre qui commence par antisémitisme. Alors aujourd'hui quand on parle d'antisémitisme, tout de suite c'est des grands mots, des grandes manifestations, des grands trucs, des grands événements, des croix gammées sur le flyer d'Alain Fontanelle, etc. C'est l'actualité d'aujourd'hui. Mais l'antisémitisme dénoncé par Razzouzadeh est beaucoup plus nuancé que ça, quand on lit la page d'antisémitisme. En fait, il dénonce il explique, il comprend des mots de Staline quand il dénonce le prolétariat juif, comme il dit, ça c'est antisémite en fait. C'est-à-dire qu'il arrive à déceler dans le stéréotype quelque chose qu'aujourd'hui on serait peut-être incapable de déceler. Et c'est peut-être ça la force du personnage. Moi, j'ai été séduit par... Quand j'ai fini de le lire, je me suis dit, tiens, si ce type était vivant, j'aurais aimé le rencontrer. Parce que je me suis dit, une personne qui est capable, on va dire, d'avoir d'un côté des convictions et de comprendre la subtilité de l'esprit de l'autre, ça nécessite quand même une certaine capacité qui, je trouve, aujourd'hui est assez rare. Et c'est pour ça que je vous conseille de le lire, parce que ça nous fait penser aujourd'hui à certaines choses qui nous manquent, certainement. Et sans doute, le fait de le lire, en tout cas, moi personnellement, ça m'a enrichi dans cette idée que l'homme n'est pas noir ou blanc, et qu'il peut avoir des zones d'ombre, et il peut avoir des zones un peu plus éclairées, comme par exemple le fait d'avoir fricoté, on va dire, avec les nazis pendant 40-41. Alors évidemment, on sent bien que le personnage est fondamentalement pas antisémite, comme toute l'histoire d'Azerbaïdjan d'ailleurs. C'est une évidence pour ceux qui connaissent un tout petit peu l'histoire d'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a une histoire presque millénaire avec les Juifs. Mais pour autant, pour certains idéaux, il a pu fricoter avec eux. Alors, évidemment, l'historien me remettra sur les rails. Mais c'était, on va dire, temporaire, certainement le temps de se rendre compte qu'il faisait fausse route. Mais quelque part, c'est ce qui est séduisant, encore une fois, dans le personnage. C'est cette idée de se dire qu'il y a une forme, non pas que l'homme ne soit pas prévisible, mais que, oui, il peut y avoir quelques surprises dans le parcours d'une personne, et quelque part, c'est ce qui fait de lui un humain. Et je terminerai juste en disant, moi, personnellement, c'est de cette chose-là dont je suis le plus nostalgique. C'est-à-dire que, je le disais quand on a débriefé un petit peu le livre ensemble, je disais que aujourd'hui, quasiment, je n'écoute plus les débats à la télévision, parce qu'il suffit de me donner le nom de l'invité, et que je peux déjà vous dire d'avance ce qu'il va dire. Donc, le débat est totalement inintéressant, à part de nous dire qu'on va fermer la gare de l'Est, etc. Voilà. À part ça, je veux dire, nous, Strasbourgeois, on se sent d'autant plus concernés, évidemment, mais voilà, c'est ce manque de suspense
non pas dans, on va dire, dans les propositions que les personnes proposent, mais dans la vision que les gens proposent. Aujourd'hui, on a l'impression que la vision de l'un et de l'autre sont totalement figées. C'est blanc, c'est noir, c'est comme ça. Je pense comme ça bougera jamais. Et voilà, moi, personnellement, on va dire, c'est ce qui me met en contraste avec Rasoulzadeh. Et c'est la chose à laquelle, quand je pense à ce livre, en fait, et quand je pense parfois, depuis que je l'ai lu, à certaines choses, oui, je me dis, tiens, si on était à son époque, comment est-ce qu'on aurait réagi? C'est quand même un exercice intellectuel qui est intéressant. Merci pour votre attention. Merci, monsieur le professeur. Merci, monsieur le rabbin. Alors, je vous propose de vous passer la parole dans la salle, si vous avez déjà quelques questions. J'imagine qu'elles sont nombreuses et pimentées, peut-être, étant donné le personnage de monsieur Rasoulzadeh et les différentes questions qui ont été soulevées, justement, par le professeur et par monsieur le rabbin. Donc, si quelqu'un veut poser une question, allez-y. Moi, je vais vous demander, monsieur le professeur, actuellement, est-ce qu'il en existe encore de ces personnages? Comment vous allez, madame? Bon, ils sont peut-être moins connus parce qu'on n'a pas il n'y a pas le recul, mais je pense qu'il en existe à partir des Chinois, des intellectuels chinois, peut-être des intellectuels hongrois, enfin bon, je veux dire un certain nombre de pays russes, c'est-à-dire un certain nombre de pays qui sont en dérive plus ou moins, dans certains cas franchement totalitaires, dans d'autres plutôt autoritaires. C'est toute la. Enfin, moi, ce qui me touche dans des histoires comme celle de Rasoulzadeh, comme celle de Mustafa Tchokay, dont je parlais tout à l'heure, Kazakh, de celle de Rodjaïev, enfin tout un tas de personnages venant effectivement de cette période. Il y a par exemple des historiens américains, probablement d'origine balte, un gars qui s'appelle, professeur, je ne sais pas ce qu'est, Lowell Bezanis, qui a fait une étude extrêmement intéressante sur tous ces intellectuels turcophones ou caucasiens d'origine nord-caucasienne, tchétchène, tcherkesse, etc., ouais, tchétchène, on est dans l'actualité là, qui ont été forcés de se réfugier quelque part à l'est, Chine, Japon, Corée, en passant par là en tout cas, puis d'autres qui sont allés jusqu'aux États-Unis et qui ont bougé. On est effectivement dans une période extrêmement dure, la fin des empires, la révolution, et donc tous ces personnages qui ont un fond, je dirais, de passion, qui part pour la politique, hein, ils sont passés par le droit, ils ont été avocats, ils ont été journalistes, ils ont été professeurs, ils ont été pédagogues, donc veulent se battre pour leur idéal politique, à des degrés divers, et puis se trouvent complètement, je dirais, coincés devant des choses qui les dépassent. La Russie de Staline, l'Allemagne de Hitler, alors bon, l'Italie, là-dedans, Mussolini, c'est très marginal par rapport à ça, hein. Mais par exemple la France de Pétain, enfin toutes ces choses-là, qui font que on est forcé, comme disait M. le rabbin, on est forcé de se poser la question, quelque part en disant ça, mais moi qui suis, dans le sens, on travaille à l'université, on travaille comme religieux, etc., on est dans cette frange qu'on appellerait presque en russe, moi j'adore ce terme-là, intelligentsia, c'est-à-dire les gens qui vivent de leur travail, leur cerveau, les professeurs, les avocats, etc., je parle de capital au sens économique, mais le capital c'est ce travail, c'est les études, c'est le capital social, etc. Mais qu'est-ce qu'on ferait si on vivait en 1940? Qu'est-ce qu'on ferait si on vivait en 1933, hein? J'aurais pas la réponse, évidemment. Mais voilà, donc c'est l'aspect qui est très touchant dans ces histoires-là. C'est l'humanité, brinque-ballée entre des choses qui les dépassent, et en même temps des gens qui essaient de jouer un rôle. Cette histoire, par exemple, de ces intellectuels turciques, turcophones, ou de la Volga, qui sont approchés par des savants, des turcologues allemands, par exemple, qui essaient de les récupérer pour les mettre commandants d'unités de soldats soviétiques prisonniers de la Wehrmacht, pour les renvoyer contre les unités soviétiques. Bon, là, on a des gens qui se disent, ils hésitent, puis en même temps ils se disent, oui, vu la situation, c'est peut-être le moment, si on est malin, de trouver le moyen, peut-être de retrouver l'indépendance, etc. De l'autre côté, évidemment, de la part de la Russie soviétique, c'est la haute trahison, et on se retrouve avec des choses totalement loufoques, du type, vous avez une population qu'on avait étudiée aussi avec un collègue, les Kalmouks. Les Kalmouks de Joinville-le-Pont. Génial. Il y a une petite colonie Kalmouk à Joinville-le-Pont, banlieue parisienne. C'est des gens qui ont subi, ils étaient dans l'armée Wrangel, donc l'armée blanche anti-soviétique. Bon, ils ont perdu. Donc ils se sont retrouvés en Yougoslavie dans les années 20,
Et puis certains se sont retrouvés en France. Puis après, on a une deuxième génération, c'est ceux qui se sont retrouvés prisonniers de la Wehrmacht, sont quelquefois passés par la case SS, donc avec toutes les horreurs que ça peut avoir, se sont retrouvés prisonniers dans des camps américains. Et les Américains se sont rendus compte que si l'on rendait aux Soviétiques, ils étaient fusillés 50 mètres après la frontière, ou après la ligne de démarcation. Et du coup, on a le général américain qui commandait le camp de Dachau, camp de prisonniers, a trouvé le moyen de prouver au service américain que c'était des Caucasiens. Évidemment, c'est les Caucasiens, les tenants du Caucase, au moment de la Caspienne. Et faire en sorte que des familles donc de Kalmouk soient acceptées comme réfugiés politiques aux États-Unis. Alors que c'était des anciens de la Wehrmacht, voire des SS. Et qui sont des Mongols, bouddhistes. Ah, vous voyez un peu le truc, hein. C'est-à-dire que, bon, ça c'est des êtres humains. Alors ceux qui sont passés par la Corse, donc, réfugiés en France avant de partir sur Paris, ceux qui sont passés par la Yougoslavie, qui ont été chassés à l'époque de Tito, enfin, bon, et on a, je dirais, comme dirait l'autre, du matériel humain, mais ça fait penser à un film qui était sorti, je crois, de l'œuvre de Virgile Géanjou sur la 25e heure. Je crois que c'est Anthony Quinn qui campe le personnage de manière totalement géniale. L'abruti parfait, paysan roumain, qui, sinon le cas, c'est soit le prototype du paysan roumain, vraiment roumain, et puis il devient le prototype du juif, donc il va passer par... puis il devient le prototype du résistant communiste, puis il devient... Et il ne comprend jamais ce qui se passe. Il se fait... et là, je trouvais que Anthony Quinn jouait ça très bien. C'était le gars qui, toute sa vie, n'a rien compris ce qui est arrivé. Il a toujours été manipulé, il a toujours été trouvé dans les... Alors à chaque fois, il est sur une couverture de magazine, qui fait que le gouvernement qui suit le premier va le mettre en prison. Ah, il ne sait pas pourquoi. Parce que c'est un héros nazi, non c'est un héros soviétique, non c'est un héros nationaliste, non c'est un héros ceci, non c'est... Bon. Et donc c'est une période qui est extrêmement dure. Alors, ok, très bien, hein. Je veux dire, c'est nos parents qui l'ont vécu. Mon père était espagnol, il s'est tapé en ligne la guerre d'Espagne pendant 3 ans, puis après Seconde Guerre mondiale. Toute la famille espagnole s'est ressourcée en France, y compris mon grand-père qui est parti au Mexique. Et c'est aussi pour ça que je suis sensible à ça, parce que au Mexique, un jour, on va prendre un café chez une directrice d'un grand hôpital de Mexico, et puis on me présente Janine. Et Janine me parle en français, sans un poil d'accent, enfin vraiment francophone, etc. Et puis on me dit, mais tu sais, c'est la fille de Victor Serge. Moi j'étais étudiant, Victor Serge, je ne connaissais pas. Hein. Et puis j'apprends que Victor Serge, c'est un compagnon de doute de Staline. Hein, un révolutionnaire français qui était passé par un parti bolchevique et ça. Et donc, la fille de Victor Serge, quelque part, c'était aussi le petit monde de Trotsky, hein, qui était réfugié au Mexique, qui a été assassiné au Mexique. Et en même temps, mon grand-père travaillait avec le petit monde d'Allende, hein, parce qu'une partie du gouvernement d'Allende était réfugiée au Mexique aussi. Bon. Donc tout ça, moi, ça me touche beaucoup, parce qu'effectivement, je veux dire, Ressouzadeh ou d'autres, je me sens très proche d'eux. Bon, je dis... Bon, j'ai 63 ans, on est en 2020, mais je veux dire, et si ça nous arrivait, et ça peut nous arriver. Bon, maintenant, je suis un grand-père depuis pas longtemps, pour dire tout va bien. Mais je veux dire, ça peut nous arriver, c'est pareil à nos enfants, nos petits-enfants, etc. Y a-t-il d'autres questions dans la salle, d'autres personnes qui souhaiteraient poser une question éventuellement? Alors, moi, oui. Vous pourriez me dire quelques mots. Qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Alors, avant de vous répondre, monsieur, je voulais revenir, madame, sur votre question que je trouve intéressante. Et je vais essayer d'y répondre un petit peu différemment, sans les références historiques. Je pense que la grande différence entre l'époque, en tout cas les politiciens de l'époque, et celle d'aujourd'hui, d'abord c'est une question, je dirais, c'est la grande différence entre le texte et l'image. Vous remarquerez que les grands politiciens de l'époque, c'était des journalistes, des écrivains. Donc, forcément, on va dire... Or, dans l'écriture, il y a une très grande différence entre l'écriture et l'image. C'est que l'écriture permet la nuance. L'écriture permet de définir une idée et de la ciseler. Et je dirais même d'écarter ce qu'on ne veut pas garder dans le texte. C'est-à-dire qu'on va écrire ce qu'on ne veut pas retenir. C'est intéressant parce que ça permet d'affiner la chose et de la ciseler. Contrairement à l'image, l'image est brute, l'image est brutale. C'est même si aujourd'hui on a des images en 1800 couleurs, je ne sais pas combien de couleurs on a sur nos écrans, on a des milliers de nuances de couleurs, mais en réalité l'image qu'on va retenir, c'est l'image qui choque. Hein, c'est le poids des mots, le choc des photos, c'est la devise. Donc, et quelque part,
je dirais, quand vous posez la question, est-ce que on pourrait retrouver des hommes politiques de la même catégorie? C'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que les hommes politiques de nuance sont souvent perçus comme des gens faibles. Or, les gens forts, c'est souvent ceux qui parlent fort et qui disent des choses brutales. Alors, c'est justement ce grand problème. Je veux dire, si vous prenez la géopolitique, vous prenez l'actualité azerbaïdjanaise aujourd'hui, ben c'est la complexité de la compréhension d'un contexte géographique. Donc, si on n'est pas capable de... Or, le problème, c'est que on ne peut faire cet effort qu'au prix, je dirais, de se détacher d'une image pour essayer de comprendre les choses en texte. Nous, on aime bien le texte chez les Juifs, on est tout le temps dans les textes. Donc je suis d'autant plus sensible à cette différence entre l'époque de l'image et l'époque des textes. D'ailleurs, le texte qui ne passe pas uniquement par le fait de lire quelque chose, mais en fait, également par le fait de dialoguer. Donc c'est la discussion qui permet d'enrichir. Et aujourd'hui, souvent, quand vous essayez de discuter avec quelqu'un, il va vous dire « Mais t'as vu ?» D'accord? Et comme disait Coluche, quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, on a raison de croire ce qu'on croit. La question de monsieur sur... Alors, la question de... Alors, ce livre, c'est les mémoires... mais vous allez en parler avec moi. Je t'avais un peu dit au départ, mais c'est une histoire extrêmement limitée. Hein. C'est-à-dire, moi j'étais en train de me dire que ça ferait peut-être pas un bon film, mais ça ferait une excellente pièce de théâtre. En fait, c'est simplement l'histoire de deux révolutionnaires qui se rencontrent à deux reprises. La première reprise, ils sont jeunes, ils sont tous les deux animés d'intentions révolutionnaires, ils veulent effectivement créer une nouvelle Russie, etc. Donc ils sont proches des communistes, ce qu'on appellera communistes bolcheviques, donc ils échangent, ils sympathisent. Et puis la deuxième période, quelques années plus tard, c'est quand Resul-Zadeh, qui a des idées plus nationalistes, on pourrait presque dire droitistes, mais en tout cas entre nationalistes républicaines et de l'indépendance ou de l'autonomie de l'indépendance d'Azerbaïdjan, rencontre Staline qui, lui, est monté en grade dans le Parti communiste, et puis, je veux dire, le système bolchevique est déjà en train de se rigidifier, c'est-à-dire de prendre des mesures. Resul-Zadeh se retrouve en prison donc à Bakou, et puis Staline vient de voir dans sa prison. Et puis finalement, Staline, alors c'est là, il y a toute l'ambiguïté, des discussions entre les deux, à la fois de l'amitié ancienne et puis les vieilles idées qu'on pouvait avoir, et puis non, mais les camarades, la situation a changé, c'est plus ce que tu penses et c'est plus ce que tu crois, c'est plus du tout la même chose, mais en l'honneur de notre vieille amitié, etc. Et donc, effectivement, l'histoire, c'est que Resul-Zadeh est sorti de prison par Staline, mais il trouve le moyen de s'évader quand même. Hein. De Moscou, il repart vers l'Occident, parce qu'il a compris que... Voilà. Et donc, c'est toute l'ambiguïté des deux personnages. Donc, c'est une histoire extrêmement limitée. À Hit, on dirait, il n'y a pas d'histoire. Simplement deux reprises, de périodes très limitées dans leur histoire. Celui qui va devenir le grand chef de l'URSS et un des personnages les plus puissants de la planète, face à quelqu'un qui, lui, rêve d'un Azerbaïdjan indépendant et démocratique et qui va devenir un réfugié. C'est tout. En fait, c'est une histoire très simple. D'autres questions? Alors moi j'en ai une, donc, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez. Comment est-ce que vous qualifieriez les différences fondamentales entre Staline et Resul-Zadeh concernant justement leur vision du communisme et l'application du communisme, au moment où le mouvement d'idées est en train de naître et de s'étendre? C'est là où je dis, je suis géographe, je ne suis pas historien. Non, mais bon, j'ai l'impression que ces personnages de cette histoire-là, la différence, on a l'impression. Staline, je ne sais pas, pour moi, c'est pas un grand héros, c'est un dictateur sanglant, qui a détruit une bonne partie de son pays, mais comme on a un certain nombre de dictateurs, c'est-à-dire que bon, c'est des gens, quelque part sans foi ni loi, qui tiennent le pouvoir, ils sont prêts à tout pour détenir ce pouvoir, quitte à massacrer leurs propres épouses. Staline avec son épouse, ça a été très dur, avec ses enfants, avec ses amis, enfin c'est très clair, les dictateurs, il ne faut surtout pas être le gendre d'un dictateur, hein. Saddam Hussein, etc. Enfin bon, on finit toujours, ou Siano avec Mussolini, on peut être ministre et porter au piédestal à un moment, et puis quand grand-papy ou tonton décide que, ou le beau-père décide que, il liquide sa fille, son fils, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, le pouvoir avant tout. Et des gens comme Resul-Zadeh, je pense que c'est le pays avant tout.
Donc c'est plus loin. Après, c'est difficile de faire sans anachronisme. Est-ce que c'est des démocrates? Sans doute, mais pas démocrates au sens... enfin voilà, c'est très compliqué la démocratie aussi, il faut aussi la démocratie. En tout cas, c'est des personnes qui sont intellectuellement certainement très supérieures à ce que pouvait être Staline. Staline, c'est pas du tout un intellectuel. C'est quelqu'un qui, dans son histoire, il commence par être un gangster quelque part. C'est un Koba. Ok, c'est un gangster qui se veut sympathique, c'est une sorte de Robin des Bois. Mais bon, il attaque des banques, il y a des morts, etc., etc. C'est un activiste. Alors que Resulzadeh, c'est pas un activiste au ce sens-là, c'est un activiste politique. C'est pas quelqu'un qui va attaquer des banques, qui va organiser des attentats ou envoyer des collègues en prison sous prétexte qu'ils ont dévié de la ligne du parti. Je crois que la grosse différence, c'est là. C'est entre un vrai dictateur. On ne sait pas s'il est de droite ou de gauche, je veux dire, avec un peu de recul. La grosse différence entre Adolf Hitler et Staline, alors on peut en discuter pendant des heures, ok, d'accord, mais c'est normal d'en discuter. Mais je veux dire, en termes de casse humaine, elles sont presque comparables, même si le modèle est très différent au départ. Mais bon, je pense que l'URSS aurait pu évoluer peut-être très différemment s'il y avait eu d'autres personnes qui avaient réussi l'idée de départ des communistes, socialistes, révolutionnaires, etc., qui se trouvent à un moment dévoyés. Après, c'est pas non plus, il y a un idéal communiste, enfin moi je veux dire, tout idéal, on peut en dire autant, il y a aussi des éléments extérieurs. Je veux dire, par exemple, la Révolution française, au départ ça part de très démocratiquement, et puis ça se termine en terreur. Et ça, c'est un truc qui est ultra connu, je veux dire. L'Iran, c'est pareil, on a des Khomeini qui attendaient au tournant, enfin bon, après on ne s'en sort plus, c'est-à-dire qu'il faut attendre 40, 50 ans, 60 ans pour arriver à se sortir du système. Donc la différence est là, quoi. Je pense que c'est là, entre les caractères de personnages historiques, de ceux qui arrivent à tirer vraiment, qui tiennent au pouvoir et qui s'y cramponnent, et puis d'autres, bon, je veux dire, quelque part, on peut dire que Staline a réussi, puisqu'il est resté jusqu'à sa mort le président de l'URSS, pas président, mais je ne vais pas de communiste, etc., tandis que Resulzadeh a raté. Resulzadeh, c'est quelqu'un qui a terminé isolé, réfugié en Turquie, qui était sans doute relativement apprécié par les Turcs, mais bon, peut-être par les Américains qui l'utilisaient aussi, mais ça n'a jamais été très loin. Et après, ce qui est intéressant, c'est voir les effets de réhabilitation lorsque les pays redeviennent indépendants. C'est-à-dire ces révolutionnaires qui ont raté leur mission, qui ont raté leur... etc., dans l'Azerbaïdjan d'aujourd'hui. Moi, j'ai relativement, du coup, travaillé sur l'histoire de Mustafa Tchokay, avec la traduction et tout autour. J'ai été au Kazakhstan et j'ai eu la surprise de rencontrer des Kazakhs qui m'ont parlé de Tchokay et de voir ce qu'il y avait derrière comme débat entre les descendants de Tchokay, sa famille, etc., les partis communistes du Kazakhstan, les intellectuels. Et on continue à se battre entre professeurs d'histoire. Est-ce que Tchokay était un traître ou est-ce que Tchokay était un vrai démocrate et un vrai créateur du futur Kazakhstan, quoi. Alors que le monsieur il est mort depuis 41. Mais il reste d'actualité pour ça. Je pense que c'est là. Alors c'est très compliqué et en même temps c'est extrêmement passionnant. Heureusement que vous n'aviez rien à dire, sinon je ne sais pas. Merci beaucoup pour cette intervention. Monsieur le rabbin, j'ai une question aussi pour rebondir sur quelques lignes dans cet ouvrage. Monsieur Resulzadeh fait référence à sa vision de l'homme au regard donc des écrits, de ses temps passés en prison. Qu'est-ce que vous en avez perçu lorsque vous avez parcouru cet ouvrage? À la fois la vision de l'homme et la place de l'homme dans ce système communiste qu'il est moins appliqué. Alors, je vais rejoindre le professeur d'histoire, dans le sens où Resulzadeh était certainement, on va dire, au sens pur du terme, bien plus démocrate qu'un Staline. Un Staline qui aurait mis ça, son pouvoir, je veux dire, qui était le point majeur de son idéologie. Resulzadeh mettait bien plus l'homme, certainement la patrie, mais l'homme au centre de sa réflexion politique. Alors, il y a certainement une chose, et je vais essayer de répondre à la question par contournement. C'est un exercice talmudique auquel on a l'habitude de faire depuis l'âge de 8 ans. En réalité, je ne suis pas d'accord sur un point avec le professeur, c'est que Resulzadeh a gagné.
Et Staline a perdu. Et ça, on peut le dire aujourd'hui. Peut-être à l'époque, temporairement, il avait perdu une bataille, mais qui était temporaire. Aujourd'hui, je pense que l'idée, en tout cas son idée de l'humain tel qu'il le concevait, c'est une idée qui correspond bien plus, je dirais, à l'Azerbaïdjan d'aujourd'hui, et certainement même à la Russie d'aujourd'hui, si j'ose dire, plutôt que l'idée que Staline avait de la patrie et de celle que la Russie aujourd'hui. Donc, si on fait un comparatif, la question n'est pas de savoir est-ce que temporairement, durant l'époque d'un dictateur, est-ce que le dictateur a réussi à mourir dictateur? Moi, je ne me pose jamais cette question dans ce sens. Je me pose toujours la question sur le long terme, sur un siècle, 2 siècles, 3 siècles. En tout cas quand je regarde aujourd'hui la situation, et je me pose la question, est-ce que elle ressemble plus à l'idéal de ce personnage ou à l'autre? D'ailleurs, j'irai même plus loin que ça, en disant que certainement, si l'Azerbaïdjan d'aujourd'hui est celle d'aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait des Rasoulzadeh à l'époque. Et peut-être que pendant un moment, on a dévoyé, ou alors on a contourné, on a tordu cette idée par la coercition, ou par la menace, ou la dictature. Mais c'est parce qu'il y avait ce fondement de ces personnages qu'aujourd'hui, ça permet à ces politiques-là de pouvoir émerger davantage. Donc c'est plutôt dans cette vision que je vois la chose, et donc du coup, je pense avoir répondu à la question. Merci beaucoup, M. Bravo. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Alors, pour me permettre de compléter un petit peu ce que disait le professeur Tapia sur le contenu du livre, effectivement, le sujet central, c'est les 2 moments, les 2 rencontres entre Staline et M. Rasoulzadeh. Mais si vous êtes quelqu'un de curieux, quelqu'un qui aimait l'histoire, qui aimait la religion, qui aimait la géographie, qui aimait la culture, qui aimait la pédagogie, toutes ces questions sur lesquelles il n'y a pas de réponse définitive, plongez-vous dans cet ouvrage, puisque au fur et à mesure des courts chapitres qui viennent dans ce livre, vous avez les opinions ou l'opinion de Rasoulzadeh, au moment où il a vécu, bien sûr, sur ces différentes questions. Et comme l'a très bien dit le professeur Tapia, c'est une zone complexe, c'est une période complexe historiquement, pas uniquement, et qui met en jeu différentes nationalités, différents peuples, différentes histoires, différentes tendances, différentes volontés politiques, sociales, culturelles, économiques. Et le tour de force de cet ouvrage, sinon vous sortirez avec un ouvrage qui ferait 500-600 pages, et d'apporter déjà un début d'éclairage sur ces questions qui sont déjà, à l'époque, qui sont source de débat, et qui montrent bien les différentes complexités que l'on y retrouve. Donc il est fait référence aux Afghans, il est fait référence aux Turcs, il est fait référence aux pays européens, il est fait référence à certains endroits dans lesquels M. Rasoulzadeh a voyagé, a été en exil, il a dû partir, lorsqu'il a fui par exemple après Moscou, après les interdits en classe, il a fui en Moscou, il est passé par la Finlande. Et c'est également intéressant puisque vous avez des épisodes de vie. Parce que je ne sais pas si c'est un ouvrage politique, mais c'est également un ouvrage qui fait référence à la vie des gens. Donc il nous parle des Mongols, il nous parle des différentes populations qui l'ont aidé, leur façon de vivre. Il nous parle également des privations qu'il a dû subir, qu'il a vécues. Donc vous avez une photographie très très large de la région, disons, par petits coups de pinceau bien sûr, puisque le livre nous parle vraiment, et qui nous permet donc de mieux connaître ces différents aspects de la vie avec un grand V, à ce moment-là, sous les yeux donc, de M. Rasoulzadeh. Donc voilà, ce n'est pas uniquement la relation Staline-Rasoulzadeh, mais c'est la relation Staline-Rasoulzadeh dans un ensemble bien large. Voilà. Et pareil, lorsqu'on est curieux, ben cela permet d'assouvir un petit peu cette curiosité. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Alors, oui. Merci beaucoup pour, messieurs les intervenants. Mais également, je répare un petit oubli, et avant que je ne sois sanctionné pour cela, je tiens à remercier celui sans lequel il aurait été difficile de lire cet ouvrage en français, M. Elvin Abbasbelli, qui est assis. S'il n'y a pas d'autres questions, je remercie une nouvelle fois nos intervenants, et je vous propose sur une autre intervention musicale de notre groupe Orchestra 7-8 Balkan. Est-ce que ça vous dérange si on est ici parce que ça